Et pour 2008, alors l'ouvrage retenu est Écrire ses mémoires au XXe siècle, Déclin et renouveau, par Jean-Louis Janel. Et c'est donc lui qui a la parole à présent. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors ce mois-ci paraît aux éditions Champion, sous la direction de Françoise Simonet-Tenant, un dictionnaire de l'autobiographie, c'est le titre, dictionnaire d'autobiographie, qui est sous-titré « Écriture de soi de langue française ». Dictionnaire auquel j'ai participé, que je n'ai pas pu apporter. Il sort, mais il sort depuis un petit moment, il n'est toujours pas matérialisé. Alors il y a 5 ans de cela, en juin 2012, une journée d'études avait réuni quelques-uns des membres proches de ce projet collectif, alors à ses débuts. Et nous nous étions partagés les principales entrées de ce dictionnaire. J'avais en charge la notion de témoignage. Et au cours des premiers échanges, j'ai tenu à soulever la question du titre, dont la version initiale était « Dictionnaire de l'autobiographie française et francophone ». Et à mes yeux, ce titre réactivait une espèce de malentendu que j'avais essayé de dissiper dans le cadre de cet essai de 2008, donc écrire ses mémoires au XXe siècle. En effet, subsumé sous la notion titre d'autobiographie, toutes les entrées qui sont liées, nom d'auteur, ouvrage, etc., aux attendus, aux mémoires, paraîtraient inévitablement secondaires, périphériques, au regard des attendus thématiques et rématiques, c'est-à-dire formels, implicitement imposés par ce cadre. Il me semblait donc nécessaire de rebattre les cartes en choisissant un titre, ou le titre le plus inclusif possible, l'équivalent de life writing en Angleterre ou aux États-Unis, ou d'égo-document, qui est couramment employé par les sociologues ou les historiens. En français, malheureusement, aucun terme ne s'impose de manière tout à fait incontestable, aucun si ce n'est peut-être écrit de soi, suffisamment neutre, il me semble, pour couvrir l'ensemble des textes factuels à la première personne et, par conséquent, ne présupposer aucun modèle en particulier. Pourtant, aucune des raisons invoquées n'a suffi à convaincre d'éviter ce titre, dictionnaire de l'autobiographie. La popularité de ce terme et surtout son intérêt d'un point de vue éditorial, autrement dit commercial, puisqu'il est beaucoup plus identifiable par le public, ont clos le débat en dépit de ce que ce dernier argument avait, me semble-t-il, d'un peu circulaire. J'ai rarement mieux compris qu'à cette occasion à quel point les catégories génériques structurent d'emblée les partages qu'elles prétendent se limiter à décrire et privilégient ainsi du même coup certains corpus au détriment d'autres, instaurent des hiérarchies entre les modèles coexistants. Alors j'ai débuté par cet épisode parce qu'il m'a conduit à me défaire de 2 illusions, pas complètement, mais en partie. La première, qu'il soit aussi facile que je le pensais à l'époque de la rédaction de ma thèse et donc de cet ouvrage de changer les coordonnées d'un domaine de recherche aussi solidement établi que celui des écrits, du domaine des écrits personnels ou autobiographiques, qui est le seul aujourd'hui pour les vingtiémistes capable de tenir tête à l'hégémonie du roman ou de la fiction d'une manière générale, et qui a éclipsé même le théâtre ou la poésie, pour les études vingtiémistes en tout cas. Et la seconde illusion, c'est qu'une telle démarche soit même légitime, puisque j'ai à mon tour pris la défense d'un genre en particulier, et on aurait beau jeu de m'opposer et d'identifier dans mon propos une tendance à hypostasier moi-même les mémoires, et une tendance qui serait similaire à celle qu'on observe donc chez les spécialistes de l'autobiographie, qui font d'un modèle de composition une sorte d'archigenre englobant et écrasant de ce fait toutes les formes connexes. Alors je ne renonce pas toutefois à cette perspective, et comme Thibaudet, je pense qu'un critique est un homme pour qui les genres existent. C'est une formule dans Physiologie de la critique. Plus précisément, quelqu'un pour qui ils existent en théorie, mais sans que cela les rende pour autant moins actifs. Alors on taxe souvent aujourd'hui ce type d'approche générique d'une certaine naïveté, dont un brin de nominalisme et puis une attention surtout plus soutenue à l'irréductible singularité des textes suffirait à nous débarbouiller. Mais sur ce point, la naïveté me semble partagée. Je me méfie de ceux qui pensent que les noms de genre sont d'un usage suffisamment transparent pour qu'il n'y ait plus besoin d'en débattre indéfiniment. S'il n'est de théorie littéraire qu'à reprendre sans cesse une série de questions en droit insoluble, et cela s'applique, me semble-t-il, en priorité aux noms de genre, pour la simple raison qu'ils sont un préalable à tout discours sur la littérature et qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle sans revenir sur ce point.
Donc j'aimerais revenir rapidement sur ce rôle que les mémoires ont joué au XXe siècle, puis tenter de me détacher, puisque c'est ce qui j'ai pris un peu de distance par rapport à cette première approche, tenter de me détacher un peu de cette approche strictement générique adoptée dans cet essai, afin d'élargir mon propos à la question du mémorable. Ce livre avait d'ailleurs pour titre initial Vie mémorable et non écrire ses mémoires au XXe siècle, qui sonne un petit peu manuel d'écriture, mais là encore, l'impératif éditorial a malheureusement prévalu et c'est ce titre qui a été finalement choisi. Donc tout partait d'un diagnostic, à savoir qu'en dépit du succès jamais démenti des mémoires auprès du public, sous leurs variantes les plus légitimistes, dans la tradition des mémoires d'État, ou les plus médiatiques, puisque c'est une espèce de passage obligé pour la plupart, depuis les années 70, en tout cas pour la plupart des personnalités en vue, mais également sous des variantes plus inventives. Je pense par exemple aux œuvres de Claude Roy, de Régis Debray, tous les deux auteurs d'une trilogie mémoriale très belle, ou Daniel Cordier dernièrement avec Alias Caracalas. Donc la catégorie des mémoires, sous ces différentes variantes, était exclue des écrits des études sur les écrits à la première personne. Plus précisément, elle y était cantonnée à l'analyse quasi exclusive des siècles classiques. La métaphore évolutionniste que Ferdinand Brunetière avait appliquée au genre en 1890 est en réalité toujours à l'œuvre chez la plupart des critiques qui supposent, sans même s'interroger sur ce qu'implique un tel présupposé, que les écrits de soi obéissent à une sorte obéissaient en tout cas à l'origine à une logique exogène, et qu'avec Rousseau, puis le romantisme, puis l'entrée dans l'ère de l'individualisme contemporain, cette logique s'est inversée pour devenir de plus en plus endogène. Autrement dit, que les mémoires, définies par leurs préoccupations d'ordre historique à l'époque classique, constituent l'archéologie de ce vaste domaine textuel dont l'autobiographie et la variante contemporaine post-moderne que serait l'autofiction serait l'aboutissement logique de ce processus. Donc il y a eu un effet d'anachronisation du genre mémorial et qui fait que les textes ultérieurs aux mémoires d'outre-tombe, qui serait le champ du signe de ce genre, échappaient à l'attention critique, hormis quelques cas particuliers qui étaient envisagés soit comme des survivances, par exemple les mémoires de guerre du général de Gaulle, soit comme une sorte d'apax, déconstruisant, mais un peu en vain, une tradition qui n'aurait plus lieu d'être, comme les anti-mémoires de Malraux, qui ont eu un succès extraordinaire en 1967 lors de leur parution, puis qui ont ensuite complètement disparu des études sur les écrits de soi. Il me semble que le pacte autobiographique, qui est devenu notre grille d'appréhension depuis le milieu des années 70, véhicule avec lui toute une série de présupposés, autrement dit favorise certains corpus et rend inattentif à ce qui échappe. Et je reviendrai un tout petit peu sur ce phénomène parce que formulé en ces termes, il paraît relativement évident, autrement dit simple à corriger, et ce n'est pas tout à fait le cas. Mon premier objectif, ça consistait donc à faire apparaître la masse des œuvres disponibles, en particulier les repères chronologiques qui permettaient de mesurer le déclin du genre, qui a bien été réel, lors de la première moitié du siècle, du XXe siècle, puis son renouveau à partir de la Seconde Guerre mondiale. De fait, à partir de la fin du XIXe siècle, les mémoires ont subi une double mise à l'écart, d'une part de leur position d'auxiliaire privilégié de l'histoire, qui était un lointain héritage des romantiques, que l'émergence de l'histoire méthodique a réduit à néant, et d'autre part du domaine des écrits de soi, qui est largement dominé au début du XXe siècle par l'introspection, les écrits ordinaires, journaux, témoignages, correspondances. S'ajoute un troisième facteur qui est peut-être le plus déterminant, à savoir la Grande Guerre elle-même. Aussi étrange que cela puisse paraître, puisqu'elle s'est achevée par la victoire des Alliés. Et en effet, on s'accorde d'ordinaire à voir dans les mémoires le récit en apothéose d'une sorte de vie, d'existence exaucée. En réalité, ils sont avant tout le produit d'une conflictualité qui travaille de manière sourde le corps social et qui impose, en l'absence de règlements politiques satisfaisants, que certains membres d'une communauté s'emploient, par leur récit de vie, à reconstituer le tissu des quelques décennies antérieures vécues en commun. Ce qui fait que la victoire de 1918 a porté un coup fatal au récit de vie majuscule, parce qu'elle a suscité, de la part des militaires, des hommes politiques, des diplomates, un flot de produits consensuels qui ont été aussitôt oubliés, alors que la défaite de 40, l'occupation puis la libération ont créé les conditions d'un renouveau du genre qui ont permis de rejouer les conflits
passé et non réglé, évidemment, aujourd'hui encore d'une certaine manière, sur le terrain de la mémoire partagée. Mémoire partagée me semble une formule qui est plus juste que mémoire collective, car le genre se situe à l'exact intermédiaire des usages individuels du souvenir et des pratiques mémorielles collectives, comme les monuments ou les lois, par exemple, dont les historiens ont fait un champ d'études depuis les années 1980. Il me semblait essentiel de parler de récit mémorial et non mémoriel, afin d'insister sur l'effet de signature sous-jacent à ce type d'écrit où la reconstitution du passé est explicitement soumise à un point de vue situé et donc ne peut être confondue avec les stratégies de tous ces entrepreneurs de mémoire que convoquent aujourd'hui les historiens de la mémoire. À vrai dire, derrière la coopération de façade, mémorialistes et historiens, on le sait, entretiennent une certaine rivalité depuis l'époque classique, rivalité qu'avait étudiée Marc Fumaroli. Mais cette rivalité a pris un tour particulier depuis que les seconds, les historiens, ont étendu leur empire sur ce qu'on appelle aujourd'hui le temps présent, qui était le domaine réservé des historiens. Et les auteurs de vie majuscule, des mémorialistes, pardon. Et les auteurs de vie majuscule n'imposent aux historiens aujourd'hui plus du tout autant qu'auparavant. Les voici réduits au simple rôle de témoins, au même titre que les autres, si ce n'est même plus secondaire encore, car les mémorialistes sont des témoins excessifs, trop intéressés au sens qui sera donné à l'avenir aux événements auxquels ils ont pris part. Aussi, les spécialistes du temps présent les ignorent-ils la plupart du temps. D'une certaine manière, donc, si les écrits mémoriaux se diluent si mal dans le grand bain des mémoires collectives qui auraient dû conduire à leur retour, c'est parce qu'en tant que récit effectif, ils fournissent une représentation des événements récents sur laquelle les lecteurs contemporains et leurs successeurs sont invités à s'accorder, plus du coup que les autobiographies ou les témoignages. Ils sont effectifs en ce qu'ils produisent, ou en tout cas tentent de produire, plus ou moins bien, un effet de communauté autour d'une existence reliée au destin d'un plus grand nombre, parfois même d'une communauté tout entière, par les fonctions exercées ou par les actions accomplies ou en tout cas observées. Alors quel garde-fou du coup se donner pour éviter, comme je le signalais auparavant, d'essentialiser un tel modèle à mon tour? La solution, elle consiste, me semble-t-il, à inscrire ce genre à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le continuum des écrits de soi. C'est qu'en ce domaine, les noms de genre n'existent pas de manière indépendante, ils s'inscrivent dans un continuum autorisant toutes sortes d'appariements. Les mémoires se situent à l'un des pôles de ce continuum, celui des écrits égo-historiques, qui peuvent prendre plusieurs formes, comme celle du journal, qui est d'ordinaire envisagé comme lieu d'expression de l'intime, mais qui, à l'instar de la chronique ou des souvenirs, peut consigner l'histoire dans son déroulement immédiat. Une telle approche a pour principal intérêt d'établir qu'aucun nom de genre n'est substituable à un autre en droit et que chacun d'eux se comprend dans un jeu d'interaction permanente. Et dans le cas des mémoires, particulièrement avec l'autobiographie et le témoignage. On peut ainsi repérer une combinatoire des écrits à la première personne où se distinguent trois grandes postures, celle des vies mémorables, essentiellement mémoire, souvenir, chronique, celle des vies réfléchies, autobiographie, autoportrait, autofiction, et celle des vies bouleversées, essentiellement les témoignages. Donc vie mémorable, réfléchie, bouleversée sont de manière schématique trois grandes manières d'établir la crédibilité de son discours. Le mémorialiste qui tire son autorité de son statut social et de ses actions passées se donne pour critère la fidélité à un groupe, à une action, à des valeurs, en s'adressant à une collectivité qui est plus ou moins large. L'autobiographe, dont le retour sur soi est garanti par un pacte de sincérité, s'adresse à un lecteur qui est pensé comme semblable, comme insemblable, autrement dit, comme un sujet d'expérience potentiellement identique, dans lequel le lecteur est invité à se reconnaître en partie. Et le témoin, quant à lui, est pris dans une espèce de hiatus entre ces deux composantes, parce qu'il lui faut rendre compte d'un fait d'intérêt collectif, d'importance collective, mais sans s'appuyer sur les garanties du mémorialiste, puisqu'il ne bénéficie pas d'un capital symbolique préalable par son action, ses fonctions, etc. Ni supposer, c'est le point important, une communauté d'expérience qui serait semblable à celle dont bénéficie l'autobiographe, puisqu'il ne s'adresse pas à un semblable, il s'adresse à l'humanité, potentiellement, afin de révéler une vérité qui était jusque-là cachée ou ignorée, volontairement ou non.
Donc l'histoire des vies majuscules au XXe siècle ne se comprend absolument pas en dehors de ces effets latéraux produits par la coexistence avec les autres genres. Par exemple, avec les témoignages ou les récits de vie ordinaires après 14-18. Ou, autre exemple, avec les écrits critiques d'ex-communistes qui ont recouru à partir des années 50 aux sciences sociales pour rendre compte de leur parcours et de leur désaveu et de leur abandon du communisme. Le modèle de ce type d'ouvrage, ce serait le recours à la sociologie par Edgar Morin de autocritique. Les noms de genre exercent bien une fonction régulatrice, mais dont la rigidité se voit corrigée par les interactions qui surviennent selon les époques entre les composantes de ce continuum. Alors le maniement, cela dit, des genres n'en reste pas moins malaisé. En la matière, les spécialistes tombent rarement d'accord et un échange argumenté ne suffit pas à planir les difficultés. J'en avais fait l'expérience lors de cette discussion sur laquelle je débutais à propos du titre du dictionnaire. Pierre Bayard a précisément, parfaitement montré que les débats théoriques tournent le plus souvent au dialogue de sourds, pour des raisons qu'un peu de bonne volonté de la part des intéressés ne suffirait absolument pas à dissiper, ou en tout cas pas très facilement. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état de fait. Parmi ces facteurs, Pierre Bayard privilégiait des facteurs d'ordre analytique, mais le plus important, me semble-t-il, tient au fait que les genres ne sont pas, ainsi qu'on le dit souvent, même qu'on le dit souvent en cours, des compétences dont nous disposerions afin de classer, d'identifier, d'analyser les textes, mais les éléments d'une strate qui est si profonde de notre réflexion que nous ne la remettons que très difficilement en cause, en jeu. Il serait plus juste, me semble-t-il, de parler de disposition générique au sens où nous entretenons avec les genres un rapport qui est pré-critique, quasi-affectif, plus précisément que nous nous reconnaissons dans certains d'entre eux, c'est-à-dire que nous reconnaissons nos goûts, des formes, nos goûts dans des formes, dans des pratiques, dans des valeurs, plus que nous ne les connaissons de manière rationnelle. Alors vous me direz que ça rend peut-être l'étude, et toute étude sur les genres, un petit peu vaine. Pas nécessairement, parce que, et là encore c'est Pierre Bayard qui l'a montré, un dialogue de sourds n'en est pas moins un dialogue. Et il y a fort à parier qu'un tiers pourra par la suite peut-être en tirer quelque enseignement, afin de remettre un petit peu d'ordre dans les usages anarchiques que nous faisons des noms de genre. Alors je vais terminer sur le fait qu'avec le recul, il me semble peut-être plus intéressant aujourd'hui de mettre, plus que sur la question générique, l'accent sur la notion de mémorable, que j'avais employée dans cet essai, mais sans bien en mesurer l'importance. J'étais trop attaché à l'époque à la question de la transmission via les mémoires d'une culture de l'exemplarité, et je m'étais limité aux modalités les plus importantes de ce mémorable, telles que nous les fournissaient les 4 auteurs que j'avais privilégiés. C'était De Gaulle, qui est la figure par excellence du dirigeant, Victor Serge, qui est le militant, c'est-à-dire celui qui est tout entier au service d'un processus collectif, alors que le dirigeant, lui, se confond avec une communauté qu'il prétend incarner. Simone de Beauvoir, qui est la figure de l'intellectuel, celui en qui mode de vie, option idéologique et engagement de vie ne font idéalement qu'un. Et puis Malraux, qui est le modèle du grand écrivain, tel que Chateaubriand en avait fixé l'idéal dans ses mémoires d'outre-tombe, c'est-à-dire celui qui est capable, dans la tradition nationale, parce qu'il réunit l'écriture et l'action, la plume et l'épée, de reconstituer l'épopée de son temps. C'est l'expression de Chateaubriand. Ce qui me manquait donc à l'époque, c'était de réinscrire les mémoires, le genre, à l'intérieur de ce régime temporel essentiel qu'est le mémorable. Or, ce mémorable, il résulte d'un travail, d'un travail de croisement et d'articulation entre 2 échelles de temps, celle d'un destin individuel et d'une période historique. De fait, il existe une tension entre l'ambition qui est affichée par le mémorialiste, le fait que ses contemporains, ses successeurs se reconnaissent dans la restitution qu'il fait du passé récent, et les moyens qui sont mis en œuvre pour cela, c'est-à-dire prendre pour fil conducteur son propre parcours de vie. À ce titre, tous les mémoires sont un pari qui est souvent d'ailleurs perdu lorsque l'effort de composition n'est pas à la hauteur du risque pris, le pari que du croisement entre ces 2 échelles de temps résultera un effet d'intelligibilité réciproque. Autrement dit, que les événements partagés par les membres d'une génération vont conférer une cohérence, voire une nécessité à l'ordre d'une vie et justifier cette vie, et qu'en retour, celle-ci va offrir une mise en perspective donnant sens à ce qui a été vécu en commun, selon un effet de configuration en regard.
C'est en effet à l'échelle d'un parcours de vie qu'il est possible de faire apparaître la physionomie d'une époque qui nous reste souvent confuse. On connaît moins bien, parce que pas par la transmission scolaire, les 30 dernières années que la Seconde Guerre mondiale. Tout cela parce que les conditions d'une entrée dans la vie publique, les choix effectués à quelques moments déterminants, les prises de position assumées par la suite, les bifurcations que chacun peut opérer à un moment ou un autre de sa vie, les contradictions qui apparaissent chez une même personne, tous ces moments où se mêlent dans une vie des circonstances, des décisions, des valeurs, représentent autant de carrefours, d'embranchements, qui, entrecroisés aux événements historiques, permettent d'éclairer le sens, d'en éclairer le sens pour les lecteurs des vies mémorables. Et de l'articulation entre, d'un côté, les modulations d'une vie et de l'autre, le contexte d'une époque, résulte un effet de synthèse, plus ou moins éclairant, selon des degrés d'exemplification variés, dont résultera, in fine, le caractère, là encore plus ou moins mémorable, du récit. Transmettre donc le mémorable d'une vie, ça exige, en quelque sorte, de créer une forme d'accord parmi les lecteurs sur la représentativité d'une existence et d'élargir, par conséquent, celle-ci aux dimensions d'un passé qui est en partie subi, mais aussi continuellement dépassé et repris à la faveur des choix opérés, ou même de l'absence de choix d'ailleurs, et ainsi en partager des ressources d'intelligibilité qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins grandes. Merci. Bien. C'est donc la question des genres que l'on peut aborder avec vous et l'état de la réflexion sur les genres. Lorsque, il y a quelques années, j'avais fait cours ici sur des textes plus ou moins autobiographiques ou mémoriaux, j'avais appelé le cours « Écrire la vie ». Écrire la vie comme traduction la plus simple de life writing, qui permettait de parler aussi bien de l'autobiographie que des mémoires, que même des essais de Montaigne, que j'avais inclus dans cette affaire. Et c'était le titre que Cagny Ernaux avait repris dans le recueil de ses volumes. Je crois que je l'avais invité cette année-là à parler. Mais malheureusement, Écrire la vie, on ne peut pas le prendre comme titre du volume que vous évoquiez. Alors, il y a des questions que je me pose, mais entre nous, ce sont d'anciennes questions, de très anciennes questions, qui datent de votre thèse sur ces notions de genre et du genre des mémoires. Bon, c'est vrai que j'ai jamais été très attaché à la notion de genre. Dans mes travaux, dans le démon de la théorie, il n'y a pas la notion de genre. Le chapitre sur le genre n'existe pas. Après, j'ai fait un cours à la Sorbonne sur le genre, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi le genre n'est pas dans le démon de la théorie? Le genre n'y est pas parce qu'il ne m'intéresse pas trop. Et j'aime bien les textes particuliers, lire les textes particuliers dans leur individualité, ou ne pas les lire du tout et parler des concepts. Mais la notion de genre, bon, j'y suis moins attaché. Bon, quand vous dites, ça c'est une question qui me reste, quand vous dites le genre des mémoires s'est atténué en raison de la victoire, du consensus après la guerre de 14. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire il a été évacué par le genre du témoignage et la querelle sur le témoignage. Mais c'est parce que la guerre de 14 est une guerre de poilus et plus une guerre de généraux ou de maréchaux. Les mémoires, il y en a. Ils portent sur la responsabilité de la guerre. C'est les polémiques entre Poincaré, Foch, etc. Mais l'inondation, la masse,
c'est les témoignages venus du bas. Et c'est quand même très important ça, parce que dans cette évolution du genre, il y a une substitution du bas au haut, dans laquelle on est toujours. Voyez la série des livres introduits par Pierre Rosanvallon, je ne sais plus comment ça s'appelle, Raconter la vie peut-être. Raconter la vie, je crois que c'est ça, le titre de la collection. Il s'agit de raconter la vie du bas et non du haut. Et ça commence tout de même avec les récits de la guerre de 14 qui ont marginalisé le genre des mémoires. Oui, alors... Oui, allez. Je réponds à cette première question parce qu'elle est importante. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le vrai vainqueur de cette guerre, c'est le soldat inconnu, de fait. Donc ça explique effectivement l'effet de déperdition d'intérêt des mémoires. Mais attention, il y a un point important, c'est que c'est très rétrospectif, c'est-à-dire que l'intérêt que nous accordons aujourd'hui au témoignage, c'est une construction, une élaboration des années 80, critique théorique des années 80. L'ouvrage de Norton Crue, qui est un ouvrage de militant qui a précisément élaboré cette notion, rassemblé le corpus, théorisé la question du témoignage et lui donné l'acception qui est la nôtre aujourd'hui, qui aurait pu être complètement différente d'ailleurs de cet alignement que nous avons aujourd'hui sur la perspective très militante et quasi idéologique qui était celle de Norton Crue, elle n'était pas nécessaire. Or, Norton Crue, au moment où il écrit, c'est un petit professeur de français aux États-Unis, dont l'ouvrage n'a aucun écho, si ce n'est auprès de ce cercle d'auteurs de témoignages d'anciens poilus, et dont le circuit était très hostile au domaine des généraux et au monde des généraux et des puissants. Donc ce n'est qu'un travail très très militant qui a été oublié pendant très longtemps. Il y a un ou deux dialogues qui sont organisés par des historiens autour de cette question où Norton Crue est invité. Mais les choses se font très très lentement et c'est vraiment à partir des années 80 que la redécouverte de Crue, mais même d'ailleurs après, dans le sillage du développement des études autour du témoignage, c'est cela qui a rétrospectivement conduit à faire réapparaître ces corpus auxquels on prêtait quand même assez peu d'attention. Donc à l'époque où les témoignages, où les mémoires sont publiés, ils ont tout de même un succès et une place qui est... C'est progressivement qu'ils vont disparaître de l'intérêt et qu'à part finalement les mémoires de... peut-être ceux de Foch, mais en tout cas ceux de Clémenceau, précisément parce qu'ils sont polémiques, il répond aux attaques qui ont été menées sur la question de la responsabilité, effectivement, et notamment de la négociation avec les Allemands. Donc parce qu'il est polémique, c'est ces mémoires qui nous restent à peu près aujourd'hui de cette période. Donc c'est quelque chose qui s'est fait de façon très très rétrospective et le déclin ne s'est pas opéré immédiatement. Oui, c'est vrai que Crue, au moment où il est publié, bon, il y a des réactions très violentes d'Orgelès, si mes souvenirs sont bons, enfin d'un certain nombre des auteurs les plus réputés de témoignages ou de romans de la guerre, mais qu'ensuite le texte est relativement délaissé et en vérité il revient dans l'actualité avec ce qu'on appelle les memory studies. Oui. Alors, c'est-à-dire avec les témoignages de la Shoah. Oui. C'est ça qui provoque cette rétrospection sur les récits de la guerre de 14. Et donc ça amène un petit peu à la seconde question que je voulais vous poser sur ces memory studies et sur leur destin français aujourd'hui. Les choses sont très... la perception que j'en ai, elles sont très préemptées par les historiens. Préemptées par les historiens et organisées par les historiens qui en ont fait un champ d'études très très structuré, alors en tout cas en France, aux États-Unis ce serait plus compliqué, mais en tout cas en France. Et l'approche qui est celle des historiens me semble toujours un tout petit peu biaisée. Il y a une manière d'écraser
pour nous, littéraires, les textes, qui est un tout petit peu gênante et qui rend ce type d'approche très difficilement utilisable. En tout cas, le dialogue avec les historiens me semble un tout petit peu difficile dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à considérer que les textes ont c'est l'effectivité de ces textes qui n'est jamais vraiment envisagée. Ils sont pris comme symptômes, ils sont pris comme documents, ils sont pris comme témoignages, en un sens où le témoin privilégié de l'historien, c'est celui qui ne parle pas, qu'on fait parler, que l'historien fait parler, qui dit plus que ce qu'il, petit objet modeste, il pourrait dire ou penser dire, mais que l'historien peut faire parler. Avec les mémorialistes, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a eu pratiquement aucun travaux d'historiens spécialistes de la mémoire autour de ces ouvrages qui ont pourtant joué pour certains un rôle considérable. Il y a un exemple qui me semble particulièrement frappant. Il y a eu un énorme, gigantesque travail d'un historien dont le nom m'échappe au moment où je vais vous le dire, sur les mémoires de Churchill, qui, vous le savez, ont été une industrie. Churchill a écrit avec un pool d'historiens spécialistes, d'anciens officiers, d'aides de camp, etc. Pour chacun des portraits et chacune des actions et des batailles racontées, il a demandé à la personne concernée de vérifier, compléter, apporter des documents, etc. Donc ça a été une espèce d'énorme entreprise impliquant des centaines de personnes. Et le travail génétique qui a été opéré sur cette production, cet ouvrage qui a joué un rôle considérable, qui est le filtre à travers lequel on a lu la guerre, est absolument passionnant. En tant qu'historien, il est possible de prendre un texte et de le considérer pour lui-même comme un objet construit et qui crée véritablement, plus qu'il n'en est le symptôme, l'histoire qu'il raconte. Ça n'a jamais été fait pour les mémoires de De Gaulle. Les historiens ne lisent pas les mémoires, les historiens spécialistes du temps présent ne lisent pas les mémoires de De Gaulle sous cet angle-là, alors même que le phénomène pourrait être vu comme tout aussi fascinant, puisque l'effet, le rôle joué par ce texte n'en a pas moins été grand, dans la manière dont il filtre notre... même si nous n'avons d'ailleurs pas lu le texte, la représentation que nous faisons de la guerre, il suffit de mettre en regard la perception que les anglo-saxons peuvent avoir de cette guerre via les morts de Churchill et puis les morts de De Gaulle. Et on se demande si on parle de la même guerre exactement, alors qu'ils n'ont été écrits que par un seul homme, sans aucun contrôle, personne n'avait accès au texte, quelques personnes avant qu'il le... Donc c'est exactement la stratégie inverse, un effet de captation incroyable alors même qu'il n'était pas sur le territoire, qu'il n'était pas à la tête des actions menées de toute cette période. Donc il y aurait quelque chose d'aussi intéressant à faire, mais que les historiens n'envisagent jamais, parce que les textes n'y sont que, symptômes peut-être, ou traces. Il y a une autre question. Bon, vous avez évoqué ce dictionnaire de l'autobiographie ou de l'écriture de soi au début de votre intervention. Et puis à la fin de votre intervention, vous avez évoqué ce que vous appeliez ces trois sous-genres, ou ces trois variantes de cette écriture, les vies mémorables, les vies réfléchies et les vies bouleversées. Alors évidemment, si on pensait à... il y a 20 ou 30 ans, le monopole aurait été pour les vies réfléchies. C'était l'autobiographie, c'était les travaux de Philippe Lejeune. Donc, les deux autres variantes auraient eu vraiment une part très réduite. Et alors, aujourd'hui, où en serait-on dans cet état présent? Comment penser cette distribution, par exemple, puisque vous parlez de cet ouvrage? Est-ce qu'on peut dire sur quoi travaille-t-on dans les thèses, dans les mémoires, dans les articles, aujourd'hui en France ou peut-être aussi ailleurs? Dans le domaine des écrits de soi, c'est une question difficile. Je crois que c'est une question difficile. Dans le domaine des écrits de soi, je crois que les deux genres les plus privilégiés, les plus travaillés actuellement, sont le témoignage et les journaux. Il y a un énorme, dans le sillage de Philippe Lejeune, un énorme
chantiers comme ça menés autour de ces corpus qui sont en général difficiles à manipuler, mal connus, difficilement accessibles. On réduit l'histoire du journal en général au 19e et au 20e siècle alors qu'elle est antérieure, mais les textes sont plus difficiles d'accès. Donc il y a toute une archéologie à faire du genre. Donc c'est un domaine qui est assez riche aujourd'hui, et du témoignage, parce que c'est devenu la catégorie principale, et de l'autofiction, pardon. Mais du témoignage, parce que c'est en lien avec la sociologie, l'histoire, la philosophie. Pour les littéraires, le témoignage est devenu une catégorie absolument centrale. La question de la victime, des réparations. La littérature participe au grand processus de réparation continuelle du passé, qui est devenu le cadre de notre rapport à l'histoire, et avec lequel les historiens ne cessent de se battre, auquel ils participent, auquel ils contribuent, et avec lequel ils cherchent à garder une certaine distance de manière à ne pas être pris dans cette espèce de procès continuel qu'on voudrait faire au passé, et devenir les juges ou prendre la place de ces juges. Donc le témoignage est devenu essentiel. Et puis l'autofiction, c'est assez surprenant. En vous écoutant au début, je me demandais moi-même pour quelles raisons je suis si attaché au genre. Il y a 2 raisons à la question des genres. La première, c'est que je suis toujours étonné, éberlué de voir combien les littéraires accordent peu d'importance à ce qui serait une définition un petit peu stricte, un petit peu claire des termes, en tout cas des noms de genre qu'ils utilisent, finalement. Et l'autre, ça paraît plus trivial, mais pour moi, ça joue un rôle important, c'est le caractère un peu catastrophique de la transmission pédagogique que nous avons des noms de genre. Il est rare que les étudiants puissent définir correctement, alors même qu'ils les ont travaillés au cours de leur scolarité, dans le secondaire, où les textes de type autobiographique sont amplement travaillés, Sarraute, Pérec, etc. Quand on essaie de définir un peu strictement les noms de genre, des genres à la première personne, les catégories n'ont aucune espèce de rigueur, mais alors ça donne des choses impressionnantes. Et notamment, c'est le terme d'autofiction, que même les spécialistes sont incapables de définir, on est d'accord, puisqu'il y en a une trentaine concurrentes de définitions, qui paraît être devenu le terme fourre-tout, qui va d'ailleurs, ça a été d'ailleurs analysé par... c'est une question qui revient souvent, qui va se substituer à la notion d'autobiographie, vraisemblablement dans les usages. Mais alors là, où on perd toute possibilité de savoir exactement comment même les personnes qui utilisent ce terme, ce qu'ils entendent par ce terme. Alors, on peut supposer que, peu importe, après tout, on lit les textes, c'est ce qui importe. Ça me laisse toujours un tout petit peu sceptique. Mais